7h42, Nicolas Sarkozy est proclamé en 2007 au cours de la campagne présidentielle. Je veux une République irréprochable. C'était le 13 mars 2007, le site officiel de l'UMP. Presque 5 ans plus tard, on commence à mesurer la distance qui peut exister des déclarations aux réalités. Certes, les affaires qui font les gros titres de la presse en ce moment ne l'impliquent pas encore directement, mais elles commencent pourtant à s'en rapprocher dangereusement. Elles visent la fameuse garde rapprochée, comme en témoigne la une de Libération, par exemple, ce matin, Brice Hortefeux, Claude Guéant, Jean-François Copé, etc. Et parmi ces affaires, évidemment, certaines ont la spécificité de lier en un cocktail explosif vente d'armes, rétrocommission, corruption et financement occulte de partis politiques. Voici que ce sont des choses bien complexes à démêler pour les néophytes. Elles se jouent bien souvent à la limite entre la légalité et l'illégalité dans un monde où les considérations de moralité ont rarement leur mot à dire, mais pour cela, c'est un sujet qui ne fait peur, qui ne fait sûrement pas peur à notre invité du jour, Jean Guinel, bonjour. Bonjour. Journaliste au Point, spécialiste des questions militaires et de renseignement, on vous connaît bien sur France Culture, auteur de très nombreux livres, notamment celui-ci, Armes de corruption massive, secrets et combines de marchands de canons, publié à la Découverte. Voilà que vous tombez bien, Jean Guinel, peut-être pour clarifier les choses et essayer pas à pas de comprendre ce qui se passe avant d'ailleurs de se lancer, et ce n'est pas l'idée des batailles de France Culture, dans quelques accusations, commençons par clarifier les choses. Ce qu'on a reproché à bon nombre d'hommes politiques au cours de l'instruction des différentes affaires ces derniers temps, Angola Gate, Karachi, etc., c'est d'avoir touché des rétrocommissions sur des ventes d'armes. Mais qu'est-ce que donc qu'une rétrocommission et quelle différence y a-t-il entre commission sur vente d'armes et rétrocommission ? Une fois pour toutes. Il n'y a rien de plus simple à comprendre. Oui, mais prenons les choses par A plus B. C'est extrêmement simple. Imaginons qu'un pays a besoin d'acquérir un bien pour une valeur de 100. Ce bien vaut 100. Il y a plusieurs vendeurs de ce matériel et donc il va faire le choix entre plusieurs vendeurs. Ces vendeurs vont dire à l'acheteur, écoutez, nous, vous allez nous payer avec l'argent du Trésor public, mais sur cet argent de votre Trésor public que vous allez nous verser, nous vous reverserons une commission avec de votre propre argent de votre propre pays. Nous vous reverserons dans votre poche personnelle une commission de, mettons, 10%. Ce qui fait qu'au lieu de payer le bien qui vaut 100, au lieu de le payer 100, le pays va le payer 110, naturellement. 100 pour la valeur du matériel, 10% de commissions qui reviennent dans le pays et qui sont le vol de l'argent du Trésor public. Là-dessus... Mais à quoi ça sert ? Ça sert à enrichir des élites. Par exemple, on parle du Pakistan, on parle de 3 commissions dans l'affaire des sous-marins Agosta au Pakistan. Le contrat est un contrat de 826 millions d'euros, je convertis les francs, 826 millions d'euros. Là-dessus, vous avez... de manière identifiée et presque légale, 6% de commission pour le clan de Benazir Bhutto, plus 0,25% de commission pour une personnalité pakistanaise non identifiée, mais qui pourrait être le mari de Benazir Bhutto, qui s'appelait M. Zardari, qui est actuellement le président du Pakistan. Vous avez donc, dans l'affaire des Agosta au Pakistan... Mais attendez, pourquoi faire ? Pour s'acheter des bonbons ou pour faire du bien public ? Alors, pardon, moi qui ai le plaisir... la naïveté de la question. Le plaisir rare de fréquenter des intermédiaires qui négocient ces contrats, je leur pose exactement cette question. Je leur dis, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec tout ce pognon ? Non, parce que c'est pour faire des routes et des écoles, pourquoi pas ? Ah, mais c'est pas exactement ça. C'est de l'enrichissement personnel. C'est-à-dire, c'est un peu de financement politique. En Inde, par exemple, c'est beaucoup de financement politique, mais aussi de l'enrichissement personnel. Mais c'est énormément d'argent. Quand on parle de 6% pour Benazir Bhutto, sur 826 millions d'euros, je ne suis pas très fort en maths, mais ça fait du genre de 24-25 millions d'euros. Agnès Benassi-Carré qui est à côté de nous, c'est ça ? Encore, il compte bien, Jean Guinel, plus encore. Hein ça fait 6 multiplié par 8. Il faut 48 millions d'euros. 48 millions d'euros. Pas mal. Ou plus. Donc ça, eh bien, alors, le clan Benazir Bhutto s'en met plein les poches. J'ai un chapitre ou 2 chapitres sur la situation au Pakistan, c'est absolument faramineux, puisqu'ils prenaient même des commissions sur les taxes douanières, donc c'est très fort. Et cet argent est aussi mis dans leur propre poche, mais aussi réparti entre les féaux, les vassaux, les militaires, enfin tout le monde s'en met dans les poches. Alors attendez, premier souci déjà dans ce que vous nous dites, Jean Guinel, vous nous dites, si j'ai bien entendu, que c'est
presque légal. Oui. Je pensais que c'était tout à fait légal, après tout. Non, c'est presque légal, parce que c'est pas public. C'est-à-dire, ce qui est légal, par exemple, le prix du contrat, il est public. Ce qu'il y a dans les sous-marins, c'est public. Enfin, mis à part le secret Et le versement des de la militaires. commission est légal. Le versement de la commission est légal, mais n'est pas public. C'est-à-dire que c'est là que ça commence à se le gâter. constructeur de navire, lui, quand il paye 6 ou 8% ou 10% de commission, il doit naturellement les facturer à son client, et ensuite l'État fiscalise ça, considère que c'est du chiffre d'affaires qu'il faut... voilà. Donc lui, il dit, attendez, non, c'est pas du tout, on peut pas l'intégrer dans le chiffre d'affaires, ce sont des frais commerciaux extérieurs ou des frais commerciaux exceptionnels, et je ne dois pas être fiscalisé là-dessus. Ça doit rentrer dans les frais généraux de mon entreprise. Pour ça, il est absolument indispensable d'avoir l'accord du ministère du Budget. Et quand vous voyez les... Indispensable. Ah bah oui, parce que sinon c'est fiscalisé. Donc il faut l'accord du ministère du Budget, mais le ministère du Budget, lui, en réalité, réunit une commission qui compte le ministère du Budget, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, le ministère des Finances, Premier ministre, tout ça tous ces gens-là autour d'une table. Le président de la République n'est pas forcément au courant de ce genre de choses. Lui, il est au courant, mais il n'est pas concerné. C'est pas lui qui gouverne. C'est pas lui qui gouverne. Vous venez de dire que le président de la République, c'est pas lui qui gouverne. Non, mais c'est le gouvernement qui gouverne. Lui, il préside. Mais bien sûr qu'il est au courant, mais il n'est pas dans le circuit. Vous voyez, il n'est pas. Mais ces commissions-là sont légales parce qu'elles sont voilà. Alors après ça, on est dans l'affaire, par exemple, du Pakistan, l'affaire Agosta. On est 6% de commission pour le clan Bhutto, plus 0,25% de commission pour une personne qui est sans doute M. Zardari. Ça nous fait 6,25%. Ça, bon, c'est pas beau, c'est pas joli, c'est pas bien, mais enfin, après tout, c'est le pognon des Pakistanais, ils font ce qu'ils veulent avec, ils en reveulent dans leur poche, très bien. La morale n'y gagne rien, mais c'est comme ça. Le commerce, lui, peut y gagner. Après, on arrive à ce qu'on appelle les rétro-commissions. Là, ça devient beaucoup plus hasardeux. C'est-à-dire que une fois que ces 6,25% sont accordés, acceptés, signés par l'État, on a le ministre de la Défense, qui s'appelle M. Léotard, qui, tout ça est... Enfin, maintenant, c'est public, parce qu'il y a eu des enquêtes, donc tout ça n'est pas... lui le conteste, mais c'est la réalité, c'est celle-là, qui dit « Ah oui, mais c'est embêtant, on a oublié quelqu'un. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On a oublié de payer quelqu'un. Et il dit, il faut 4% de commission en plus. Une fois que la transaction est faite. C'est pratiquement terminé. Et au dernier moment, on dit, il faut 4% de commission en plus. C'est ahurissant, parce que c'est énormément d'argent. 4% sur 826, ça fait 34 millions d'euros. Et vous voyez l'énormité de la somme. Et de manière un peu, quand même assez bizarre, les industriels disent, bon d'accord, on va payer. Alors, cette commission-là va être gérée par un monsieur qui n'apparaît pas du tout publiquement à l'époque, qui s'appelle monsieur Takieddine. Donc monsieur Takieddine va toucher 4% de commission pour payer au Pakistan, en plus de ce qui a été prévu. Ça, c'est la version qui est dite à l'industrie. En réalité, les 4% de commission-là vont revenir en France. C'est ce qu'on appelle une rétro-commission. Donc les Pakistanais vont payer un peu plus cher. Décidément, ça oui, mais enfin, il y a quelqu'un qui a été complice de ça là-bas. L'argent va partir au Pakistan et va revenir en France. On a 33 millions d'euros là-dessus. Alors, on dit que Jacques Chirac a fait couper ce financement. En réalité, on sait maintenant, grâce aux publications notamment de Mediapart, qui a eu accès à l'ordinateur personnel de Takieddine, évidemment ça aide, on sait maintenant que cet argent, en réalité, pour l'essentiel, est bien venu dans le réseau de Takieddine, dans ce qu'on appelle le réseau K, est bienvenu chez lui, a bien été reversé sans doute par lui à ceux qui avaient prévu de toucher. Je note, Jean-Guy, que tantôt vous employez le conditionnel, tantôt l'impératif. Vous m'avez d'ailleurs, hors micro, dit de façon un peu taquine, mais écoutez, ce que dit Mediapart est passionnant, mais après tout, on le sait déjà, ce qui paraît... Vous, journaliste spécialisé sur la question, vous me dites, mais ce qui paraît plus absurde, c'est que du coup, on remette en cause cela. Il vous semble invraisemblable que, par exemple, Henri Guénaud dise qu'on ne peut trouver aucun lien, alors que vous dites qu'ils sont inscrits, ces liens entre le président de la République et Takieddine. Oui, mais dans l'affaire des commissions de 4% de M. Takieddine, ces commissions-là ont elles aussi été autorisées par le gouvernement.
C'est pas des commissions. Elles sont couvertes par le prétendu besoin de verser des commissions supplémentaires au Pakistan. Mais ça a été obligatoirement autorisé. Pour l'instant, c'est pas démontré précisément, mais le gouvernement l'a su à l'époque. Sinon, attendez, c'est de l'argent, c'est avancé par les industriels. Voilà. Et alors, en plus, là où on voit que le système est complètement perverti, complètement pourri, complètement pour employer... j'en peux pas de mots triviaux. Mais on se rend compte que sur le contrat de 826 millions d'euros payés par les Pakistanais, il y a 10% de pertes. C'est-à-dire qu'il y a 10% de commissions, il y a 10% de pertes. C'est-à-dire que les sous-marins ont été vendus à 90% de leur prix. Donc cet argent des commissions qui s'élève à 10,25%, il faut le rapprocher des 9% de pertes du contrat signé par l'industriel. Donc en réalité, ce n'est pas les Pakistanais qui ont payé l'argent de la corruption, c'est les Français. C'est-à-dire ce sont les contribuables français, puisque DCN étant une entreprise d'État intégrée à l'administration, au Trésor public, eh bien, ce sont les Français qui ont payé la commission des Pakistanais. De la même façon que la France aujourd'hui est en train de payer 450 millions d'euros d'amende à Taïwan pour avoir corrompu des intermédiaires à Taïwan. Et ça aussi, c'est payé par le contribuable. Je vous vois Agnès Belsekri, lever la main. Vous avez dit à un moment donné, le commerce y a peut-être gagné. Et je voulais protester énergiquement. Ça, c'est le CEPI, voilà. Qui râle. Dire que la corruption, en fait, réduit le commerce mondial. C'est comme un droit de douane. La corruption, c'est un coût qui s'impose sur le commerce international. Donc de ce point de vue, d'un point de vue strictement froid, en dehors de toute moralité, réduire la corruption permet d'élever les échanges. Et l'autre point, c'est que, évidemment, cette corruption rend plus cher les biens importés par des pays qui sont déjà pauvres. Et donc cet argent dépensé, c'est de l'argent en moins pour les écoles, les hôpitaux, etc. Oui, mais enfin, qu'est-ce que vous dites là? On a dit qu'on ne s'occupait pas de moralité, voyons. Je voulais donner tout de même. un point de vue plus macroéconomique. Alors, simplement, la seule chose qu'on peut répondre à ça, c'est pas une réponse d'ailleurs, j'ajoute un élément, c'est que vous avez à Cherbourg une entreprise qui fabrique des sous-marins, qui ne sait faire que ça, et la ville ne fait que ça. Si ce contrat n'est pas exécuté avec 10% de pertes, il n'y a pas de travaux à Cherbourg, il n'y a pas de bateaux, c'est des Allemands qui les vendent, voilà. Oui, c'est un problème d'action collective. Absolument. Et il faut que ce soit dit publiquement, c'est-à-dire si on perd 10%, c'est parce qu'on verse 10% de commission aux Pakistanais. Jean Guidel, vous disiez déjà il y a quelques jours au Télégramme de Brest qu'on est donc avec cette affaire-là. On n'a jamais été aussi près de la mise au jour judiciaire, disiez-vous, du financement illégal des partis politiques pour une campagne électorale, et que donc, au fond, cette affaire peut devenir réellement une des affaires les plus scandaleuses de la Ve République. Oui, parce que je suis convaincu de quelque chose qui pour l'instant n'apparaît pas, donc c'est une intuition. Vous allez employer le conditionnel? Je vais employer le conditionnel. L'indicatif, c'est pour ma propre conviction. Le conditionnel, c'est pour ce que je vais vous dire. Je pense que le financement politique a bon dos. C'est-à-dire qu'on nous dit, tout ça c'est pour financer la vie politique, c'est pas bien, c'est pas terrible, c'est pas légal, voilà. Mais enfin bon, c'est pour financer la vie politique, la démocratie, c'est pas toujours formidable. Moi, ma conviction personnelle, c'est qu'en réalité, on est dans une gigantesque affaire d'enrichissement personnel des élites françaises. Et si vous voulez, le truc est simple. Quand vous voyez de ce qu'on entend dans Paris, tous les journalistes, on l'entend, on le sait, tous, c'est pas du tout un mystère. Quand on voit des politiques qui achètent des biens en liquide avec des billets de 200 €, on sait qui paye dans les restaurants avec des billets de 200 €. Vous payez avec des billets de 200 €, vous? Non, j'en ai même. Et vous, madame, non plus. Quelle couleur ils sont? Parce que moi non plus. Moi, quand j'ai besoin d'un peu de liquide, je tire à mon guichet à la banque, et puis voilà. Et puis, bon, eux, pas du tout. Ils ont on a vu dans plusieurs ouvrages récemment, dont ceux de Pierre Péan, dont on voit qu'il y a des mallettes qui circulent. On est là-dedans. Là-dedans, il y a du liquide, il y a de l'argent. Alors, il y en a. Si vous voulez, dans l'affaire de la campagne d'Édouard Balladur, on voit passer un peu d'argent dans le bureau, un peu d'argent liquide, 10 millions de francs, dit-on. C'est rien, ça. On parle de 32 millions d'euros de retour. Il en reste quelque part. Donc ça, ma conviction personnelle, c'est que
c'est beaucoup, pour beaucoup, de l'enrichissement personnel. 8h et presque 17 minutes sur France Culture les matins. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc. Et c'est l'heure de la séquence Couturier, Jean Guinel. Ça s'appelle Sous toutes les coutures. Et là, en l'occurrence, Brice, c'est le financement des partis politiques sous toutes les coutures. Et oui Marc, la législation sur le financement des partis politiques dans notre pays est abondante. Elle devrait suffire. Seul un mauvais esprit ferait remarquer que cette abondante production législative a une fâcheuse tendance à suivre les révélations par les médias de scandales impliquant des politiques. Ainsi, comme on s'en souvient peut-être, le gaullisme immobilier éclabousse la fin de règne de Georges Pompidou. Les liens malsains qui se sont noués entre le parti au pouvoir et des promoteurs sont révélés par un membre du cabinet d'Albin Chalandon, ministre du Logement, un certain Gabriel Aranda en 1972. Lors de sa campagne électorale de 1974, VGE promet donc une loi. Mais il faudra attendre 1979 pour que celle-ci voie le jour, rédigée par Raymond Barre. Elle prévoit pour la première fois que l'État participera dorénavant au financement des partis. La condition, avoir obtenu au moins 30 députés ou sénateurs. Les affaires Carrefour du développement, Lucher et Urba mettent en cause le Parti socialiste au cours des années 80. On découvre que le parti au pouvoir se finançait notamment par un prélèvement sur certains marchés publics. La loi du 11 mars 1988 entend remédier à cette situation. Elle attribue en effet chaque année une somme conséquente aux partis politiques en fonction d'une part de leurs résultats aux dernières élections législatives et de l'autre du nombre de leurs élus au Parlement. En outre, l'État remboursera désormais la moitié des fonds engagés dans les campagnes présidentielles à tout candidat ayant obtenu au moins 5% des voix. Voilà qui est généreux et qui coûte aux contribuables plus de 100 millions d'euros par an si l'on prend en compte, outre le financement public proprement dit, plus de 70 millions, les contributions des élus, 36 millions. En 1990, les députés socialistes s'auto-amnistient. Il faut passer l'éponge, dit-on maintenant, que nous sommes repartis sur des bases saines. Or, voici qu'en 1994 éclate l'affaire des HLM de la ville de Paris, aussitôt suivie par celle des emplois fictifs du RPR. Qu'à cela ne tienne, la majorité de droite, à l'initiative de Philippe Séguin, vote une nouvelle loi sur le financement des partis politiques. Cette fois, les dons en provenance des entreprises sont prohibés. Il faut repartir sur des bases saines, oublier les affaires noires et Carignon, etc., etc. On connaît la chanson. Alors ceux qui prétendraient que la loi de 2000 imposant aux partis politiques la parité homme-femme comme condition au financement public a constitué une manière de détourner l'attention de l'affaire de l'AMNEF qui avait éclaté l'année précédente, eh bien ces gens-là seraient, je le répète, de mauvais esprit. Et voici venir les affaires dont vous nous parlez avec vos invités ce matin, Marc. Elf, Karachi, Angola Gate, Frégate de Taïwan, Frère Guérini, j'en passe et des meilleurs. On ne saurait douter qu'une nouvelle loi de moralisation de la vie publique et de financement des partis politiques va être prochainement déposée sur les bureaux des présidents de l'Assemblée et du Sénat. Mais reste la question de fond. Comment se fait-il que des partis politiques dotés tout de même de cotisants, dont les nombreux élus reversent un important pourcentage de leurs indemnités à leur parti et financés, encore une fois, je le répète, pour plus de moitié de leur budget sur des fonds publics, trouvent nécessaire d'aller encore chercher des mallettes pleines de billets chez tel ou tel dictateur africain ou moyen-oriental. Jean Guinel, beaucoup de questions posées par Brice Couturier. Le financement des partis politiques passe bien sûr par les commissions illégales sur différents marchés. Je voudrais juste laver un peu l'honneur de l'armement, je plaisante en disant ça, mais la corruption sur les marchés n'est pas seulement sur les marchés d'armement. Ça concerne tous les marchés de ce qu'on appelle les technologies de souveraineté, c'est-à-dire les télécoms, l'armement, l'aéronautique, l'espace, l'énergie, et notamment le nucléaire. Pour une raison très simple, c'est que ces marchés-là se décident entre le chef de l'État vendeur et le chef de l'État acheteur. C'est-à-dire c'est la souveraineté des États qui est en cause. Par exemple, dans les télécoms, c'est l'État acheteur qui possède le spectre radioélectrique qui permet d'exploiter ces trucs. Donc on a, par exemple, parce que la France a des problèmes de corruption autour de tout ça, mais c'est pas le seul pays européen. En Allemagne, le gouvernement Kohl est tombé sur un marché d'armement de vente de blindés à l'Arabie Saoudite. 100% de commission. C'est un peu plus fort que ce qu'on fait en France. Ah oui, là... C'est du lourd. Mais
l'intermédiaire qui s'appelle Karl-Heinz Schreiber a aussi corrompu sur des marchés d'Airbus, sur beaucoup de choses, et il est lui tombé en corrompant le Premier ministre canadien sur un marché de blindés. Mais en Grande-Bretagne, c'est la même chose. Mais en Allemagne, par exemple, la plus grosse affaire de corruption qui a touché l'Allemagne, qui est l'affaire Siemens, concerne des marchés de télécom et des marchés d'énergie, puisqu'ils ont vendu en Israël ils ont versé des corruptions en Israël pour la vente d'une centrale électrique qui fonctionne au gaz dans une ville israélienne où il n'y a pas d'arrivée de gaz. Et l'intermédiaire qui a négocié tout ça a fui au Pérou, où maintenant il représente les entreprises d'armement israéliennes. Donc tout ça est un monde qui a des pratiques complètement illégales, mais qui sont courantes. Au Japon, par exemple, qui est un pays qui est pourtant très sensible à la corruption, l'entreprise américaine General Electric avait un agent qui a corrompu les dirigeants du monde de la défense japonais sur la vente de réacteurs pour des avions de transport. Et c'est tout à fait récent, ça. Là aussi, un gouvernement qui est tombé. Donc, en fait, la facilité avec laquelle on vend ces armes avec beaucoup de vendeurs et très peu d'acheteurs, et dans un marché particulier, dans un pays, on a un acheteur et beaucoup de vendeurs, on appelle ça des marchés monopsones, eh bien, la corruption est générée par ça parce que c'est facile à faire. Je crois qu'Agnès Benassi-Carré veut poser une question, Brice. Agnès Benassi-Carré. Oui, sur l'aéronautique, je suis un petit peu surprise. Peut-être qu'il faut distinguer l'aéronautique militaire et l'aéronautique civile. Pas du tout. Parce que nous avons... Alors, encore une fois, c'est très froid. Hein. Nous avons regardé les statistiques de vente d'avions de différents pays européens au CEPI. Au Centre d'études prospectives et d'information internationale. Donc, nous avons les données d'exportation et nous pouvons calculer la réactivité des exportations aux différences de prix. Et on constate que c'est un marché extrêmement concurrentiel, avec une réactivité extrêmement forte des quantités par rapport au prix. Et donc ça ne me paraît pas coller complètement avec l'idée selon laquelle les ventes d'avions civils, je parle encore civil, avec la multiplicité des compagnies. Oui, mais vous aussi. n'avez pas les mêmes fréquentations que Jean Guinet. Non, mais par exemple, c'est documenté, c'est précis, il y a eu des procès, il y a une énorme affaire de corruption sur la vente d'Airbus au Canada. Les Airbus, la vente d'Airbus à la Libye, il n'y a pas très longtemps, a généré des commissions. La vente d'Airbus en Tunisie a généré des corruptions. On parle beaucoup de corruption autour de vente d'Airbus et d'installation d'une usine d'Airbus en Chine. Donc, je vous accorde que c'est pas très documenté, ça, pour l'instant. On les voit apparaître de temps en temps dans des affaires, mais rien n'interdit de penser qu'un jour ça sortira comme les... Voilà. Je crois qu'il faut distinguer, dans ce que vous dites, qui est parfaitement exact certainement, les grands pays comme la France, par exemple, je n'ai jamais entendu dire qu'il y a des affaires de corruption autour de l'achat d'avions par les Français, par des compagnies françaises. Mais quand vous êtes dans des États où c'est le chef de l'État en personne qui décide l'achat d'aviation, il y a de la corruption dans l'aviation civile comme dans l'aviation militaire. D'ailleurs, on voit les mêmes intermédiaires, on voit les mêmes noms. Brice Couturier. Oui, Jean Guinet vous parler de ces technologies de souveraineté qui sont en fait un instrument diplomatique et qui font l'objet effectivement de corruption. Mais la question, c'est l'indépendance de notre outil diplomatique. Je prends quelques exemples dans l'actualité récente, certains très connus, d'autres moins. Valéry Giscard d'Estaing prétend que la campagne présidentielle de Chirac en 81 avait été financée par le président du Gabon, Omar Bongo, le regretté par de nombreux porteurs de mallettes, président du Gabon. Est-ce un hasard si la France a toujours été une grande protectrice au Gabon de son dictateur, et ça a été jusqu'à l'envoi de troupes au Gabon pour protéger le dit dictateur. Mais plus grave encore, on a appris plutôt par la presse étrangère, je dirais que par la presse française, que l'un des principaux concepteurs de la politique arabe de la France, Serge Boisdevet, le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères Michel Jobert et secrétaire général du Quai d'Orsay, ce qui en fait l'égal et parfois, dans certains cas, supérieur au ministre lui-même. Donc ce monsieur avait bénéficié des largesses de Saddam Hussein. Il a reconnu devant le juge Courroy avoir perçu un total de 29 millions de barils de Saddam Hussein en récompense de son lobbying en faveur du régime de Saddam
Saddam Hussein. Ça jette sur notre politique arabe une lueur quand même assez troublante, parce qu'on peut se demander qui a touché quoi de la part de Kadhafi, par exemple. Et puis surtout, cette fameuse politique arabe de la France s'est beaucoup illustrée par son soutien aux despotes arabes, et on a vu à quel point ça a été payé cher par la rue à Tunis et au Caire, quand les manifestants s'en sont pris à la France, dont ils savaient très bien qu'elle était derrière ces dictateurs. Est-ce que c'était ça la politique de la France ? Est-ce que la politique de la France était dictée par ces corrupteurs ? Alors, sur les deux pays que vous citez, l'Irak et le Gabon, on est exactement dans le schéma que je confiais tout à l'heure sur les souverainetés, on est dans l'énergie. C'est-à-dire, on est dans le pétrole. Donc le pétrole, c'est pareil que les armes. Quand vous avez l'affaire d'Angola, qu'on appelle un peu bêtement Angola Gate, parce que c'est pas une affaire qui mérite de s'appeler comme ça, mais c'est l'affaire de vente d'armes à l'Angola. Pierre Péan révèle dans son dernier ouvrage qui s'appelle La République des Mallettes que qu'un intermédiaire agissant ou en son nom propre ou pour d'autres intérêts est allé voir le président Dos Santos et lui a demandé 50 millions d'euros pour obtenir l'acquittement de M. Falcone. Ça ne se serait pas produit, il n'y aurait pas eu cet argent dans un pays qui n'est pas un pays pétrolier. Donc vraiment, je crois que les affaires d'Areva, de corruption d'Areva, les accusations de corruption contre Areva en Chine portent sur les centrales nucléaires. Et c'est des affaires extrêmement lourdes. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup c'est des condamnations pénales très lourdes en Chine. Et voilà, c'est-à-dire, je crois qu'on est vraiment autour de la souveraineté, autour de l'énergie, autour des télécoms, autour de l'armement. On est vraiment là dans le réacteur de la corruption. Brice Couturier. Et puis il y a les personnages, justement, c'est ceux qui intéressent Péan, les personnages de corrupteurs, ces intermédiaires extraordinaires qui sont devenus... Guinel aussi. On a force des tailles, de costumes, de boutons, de pochettes. Qui nous intéressent tous. De beaux tissus. Robert Bourgi, Alexandre Djouri, des personnages hauts en couleur, c'est véritablement des personnages de Balzac, enfin, des gens parfois venus de rien, qui sont hissés grâce à leur entre-gens, entre les corrupteurs, les dictateurs en question dont je parlais tout à l'heure, et puis nos dirigeants politiques, il faut bien le dire, qui sont glissés entre les deux et qui jouent leur propre diplomatie parfois. On peut les soupçonner d'avoir un agenda secret. C'est pas seulement des gens qui s'enrichissent, c'est aussi des gens qui ont des visées politiques. Est-ce que ça aussi, c'est pas extrêmement troublant pour notre diplomatie ? Je crois que c'est des gens... on n'a pas beaucoup d'exemples de gens qui auraient eu des visées politiques personnelles, mais on a des intermédiaires qui sont des hommes, et moi je ne connais qu'une femme faisant ce métier, qui sont capables de négocier entre un acheteur et un vendeur des choses indicibles, parce qu'ils ne corrompent pas seulement avec de l'argent. Ce serait trop simple. On corrompt aussi avec des femmes ou avec des hommes, c'est-à-dire on fournit de la chair. On fournit des voyages, du vin, des voitures, du plaisir, simplement du plaisir, des opérations médicales. La belle vie, quoi. La belle vie, un frustré, incapable d'établir une relation avec une femme, tout simplement, eh bien, on va lui faciliter ses relations avec les femmes et on va mettre dans son lit ou dans sa proximité des femmes qu'il n'arrive pas à contacter. Ça coûte pas d'argent. Ça coûte rien. Mais vous vous faites un allié, un affidé pour la vie sur des choses extrêmement sensibles. On m'a raconté, je raconte dans mon livre, comment un intermédiaire dans un pays européen, agissant dans un pays européen, pas très loin de la France, organise un dîner avec son éventuel client pour un marché d'armement important et arrive dans le dîner avec une jeune femme qui est sa secrétaire. Le lendemain, il ne se passe rien. Le lendemain, il rappelle son éventuel client et lui dit « Écoutez, voilà, je suis un peu gêné. La jeune femme qui m'accompagnait, qui est ma collaboratrice, est très sensible au charme des hommes mûrs. » Et le mec, il a marché dans la combine et cette jeune femme s'est installée pour 2 ans comme sa maîtresse officielle dans son ministère à quelques centaines de kilomètres de Paris. Et ça n'a pas coûté un centime à notre intermédiaire, mais il a conclu son contrat pour un grand industriel français de l'armement. Et je crois que quand on ne comprend pas ça, que ce sont des gens qui travaillent, les intermédiaires, ce sont des gens... Le portrait que fait de Djouri Péan dans son livre, ou certains aspects de Djouri aussi dont je parle dans mon bouquin, ça n'est pas seulement de l'argent. Ce n'est pas seulement de l'argent. C'est de l'argent.
souvent, mais pas seulement. Mais les photos que l'on voit là, dans la presse, par exemple, Jean-François Copé dans la piscine de M. Takedine, c'est pour vous cet exemple-là, J'en sais rien. Moi, je ne suis pas. C'est cruel, je ne suis pas là en train de jamais dû exister. Parce que c'est une manière peut-être aussi très prévisible que l'on prenne des photos malgré tout. C'est pas juste mais pour des attendez, souvenirs de vacances. ces gens passent leur temps à faire des photos. Et on a vu pour se protéger. Voilà, je suis convaincu que Mediapart ne nous a pas montré toutes les photos qui étaient dans l'ordinateur de M. Takedine. Ils allons sous le pied, comme on dit. Qui en a d'autres. Qui en a d'autres. C'est vraiment un très grand classique. Mais ça, les hommes politiques, ça n'en doutent pas. Ils vont être photographiés dans les piscines, dans les hélicoptères. Ils sont dans une culture, quand ils sont au pouvoir, ils sont dans une culture d'impunité absolue. C'est-à-dire, ils pensent que tout le monde est à leurs pieds, tout le monde est à leurs bottes. Mais c'est l'inverse, en l'occurrence, du coup. C'est plutôt que c'est les gens sont au pied des Takedine. Moi, je lis ce matin dans les journaux les déclarations de Nicolas Sarkozy hier, communiquant sur le fait qu'il a fait une colère épouvantable, que tout ça va se payer, qu'il faut riposter parce qu'on n'a pas le droit de sortir des affaires vieilles. C'est lui qui est visé. C'est lui qui est visé. Personne ne le vise. Les journalistes qui font leur travail voient que de très nombreux amis de Nicolas Sarkozy sont pris la main dans la confiture. Personne n'a accusé Nicolas Sarkozy d'être pris la main dans la confiture. Il se serait quand même invraisemblable que quelqu'un ait fait des chèques à Nicolas Sarkozy sur de l'argent de la corruption. Donc voilà, simplement quand il dit pourquoi ressortons des affaires vieilles de 17 ans, mais parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, quand même, pourquoi oui, mais pourquoi Jean Guinel, j'aurais envie de vous demander. Mais me semble quand même qu'il y a, regarde, normalement, il y a une convention adoptée à l'OCDE en 97, ratifiée ensuite en 2009 par 38 pays, convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. C'est pour faire joli. C'est pipeau, oui. Ah bon, absolument. ah oui, vraiment. Ouais, ouais. Ah oui, c'est-à-dire que les mécanismes deviennent plus complexes, les ingénieurs financiers qui montent les systèmes de corruption, qui sont ces intermédiaires souvent extrêmement habiles dans les montages financiers, font des choses plus complexes, mais le système de corruption continue d'exister. Ils vous disent, les intermédiaires, que si vous ne corrompez pas, vous ne vendez pas d'armement. Voilà. C'est clair, oui, c'est très simple. Donc voilà, c'est d'abord, la convention de l'OCDE a mis... Écoutez, je vais vous donner juste 2 dates. La convention de l'OCDE, elle est signée en 1997. La France la ratifie en 2000, en septembre 2000. Juste un petit point. Le dernière vente d'avions de combat français, août 2000. Brice Couturier. Il y a quand même un aspect de politique intérieure derrière tout ça, parce qu'on voit bien que ça a commencé là avec les révélations de Bourgi, et les révélations de Bourgi, elles mettaient en cause en réalité le clan Chirac-Villepin. Donc vous pouvez penser que ça venait du clan Balladur-Sarkozy. Et les toutes dernières révélations, elles visent au contraire le financement de la campagne de Balladur, donc elles visent le clan Sarkozy. Au PS, quand les affaires Urbain, etc. ont éclaté, c'était souvent en réalité sur la base de règlements de compte internes au sein du Parti socialiste. Est-ce que là, ces affaires ne sont pas en train d'éclater sur la base d'un éclatement de la droite? L'affaire Clearstream ayant lavé Dominique de Villepin, il fallait trouver quelque chose contre lui. Pof, on lui sort l'affaire Bourgi, et en échange, les Chiraciens ressortent le financement de la campagne de Balladur. Est-ce que ça sent pas un peu la fin de règne, tout ça aussi? Ça sent la fin de règne, mais moi je ne suis pas du tout un tenant des théories du complot. C'est-à-dire, je crois vraiment aux accidents, aux imprévus. Là, on a 2 histoires de cœur qui se terminent mal. On a l'affaire de la relation entre M. Takedine et son épouse, qui divorce, et l'affaire de la relation entre Mme Gobert et son époux, qui divorce. Et qui raconte les choses? Qui sort l'ordinateur de M. Takedine de chez lui? Qui le remet des éléments apparemment aux journalistes? C'est... je ne sais pas qui l'a fait, mais enfin, toujours est-il que c'est concomitant. Et pareil, qui dit mon mari transporte des valises de Suisse avec M. Takedine et donne l'argent à M. Bazir, c'est Mme Gobert. Donc, c'est des couples qui explosent et des femmes délaissées qui balancent. Il n'y a rien de pire qu'une femme bafouée, ou qu'un homme bafoué d'ailleurs. Ben oui, c'est ça, quoi. On est vraiment dans le pur drame shakespearien, c'est-à-dire c'est des querelles
appels privés, des amours d'effets qui ont des conséquences politiques nucléaires. Enfin, c'est des explosions nucléaires, tout ça, ce que ça provoque. Et c'est pour ça que je suis absolument convaincu que la justice dispose déjà beaucoup plus d'éléments que ce qu'on connaît, et que moi, ma conviction, je le redis, c'est qu'on va aller assez rapidement vers des affaires d'enrichissement personnel, puisque on n'entend absolument pas parler d'enquête fiscale. Enfin, si, on voit que M. Takedine a bénéficié d'indulgences fiscales tout à fait bizarres, et je pense que dès que la justice va aller, et la police vont aller travailler sur la fiscalité de ces affaires, et sur de la fiscalité d'éventuelles personnes qui ont des trains de vie démesurés par rapport à leurs revenus normaux, ou en tout cas déclarés, on va avoir d'énormes surprises. Mais vous ne pensez pas quand même qu'il y a quand même un peu d'argent légal normalement dans les campagnes politiques, puisqu'on vend des t-shirts, des briquets, des casquettes, ça rapporte de l'argent pour un parti politique a priori. Oui, mais moi je suis par exemple, tout à l'heure, je suis désolé. Brice Couturier. Voilà, Brice Couturier nous racontait le financement politique. Le financement politique des partis, il est financé par l'État, par nous, ce que je trouve d'ailleurs tout à fait normal. Qu'est-ce qui a besoin d'avoir plus d'argent ? Mais il n'y en a pas besoin. Il y a un peu besoin d'un peu d'argent, mais il n'y a pas besoin on est à combien ? 48, 50 ? Qu'est-ce qu'on nous chante là ? C'est pas vrai. Il n'y a pas de financement politique qui vient par la corruption. Il y a un peu de financement politique pour faciliter les choses. Oui, alors ça c'est une nuance quand même par rapport à ce qu'on lit dans la presse en ce moment et sur laquelle vous avez insisté tout à l'heure. Oui, c'est pas la question tant au fond du financement des partis politiques que vous posez, vous, là, aujourd'hui, c'est celle vraiment de l'enrichissement personnel. Ah, moi je pense que alors il peut y avoir aussi une espèce de mutisme général sur le fait que moi j'ai pas d'éléments sur les enrichissements personnels, mais on peut avoir une espèce de couverture mise là-dessus pour rester dans le domaine du financement politique qui lui sera évidemment c'est pas bien. Il y a quand même des gens qui nous disent que c'est des fonds secrets qui seraient passés par le bureau d'Édouard Balladur. Attendez, des fonds secrets du gouvernement pour financer une campagne électorale. On dit oui, on nous a fait la même chanson exactement avec l'affaire du Parti républicain. Exactement la même chanson. Et moi, je dis, c'est pipeau. Voilà. C'est pas des fonds secrets de l'État qui sont passés là. C'est des trop simple, quoi. Mais oui, et puis il n'y a pas de... Et trop compliqué quand même, peut-être en plus, peut-être à réellement... Voilà, et puis les fonds secrets, c'est vraiment pas fait pour ça. On a quand même des gens qui savent ce qu'ils font dans ce pays. Ils vont pas... il y a pas ça passe par des fonctionnaires. Les fonctionnaires vont prendre le risque de détourner de l'argent de l'État pour le verser à... Non, je crois pas. Un peu, mais pas dans ces proportions-là. J'aime beaucoup quand vous dites le un peu ou des presque depuis ce matin, depuis 7h40. Jean Guinel à 8h38. C'est l'heure du coup d'œil de Thomas Cluzel qui a fureté, si je comprends bien ce que je vois sur votre table, entre les hebdomadaires de cette semaine. Et oui, parce que toutes ces affaires, évidemment, font la une des hebdos. Alors, Le Point, vous l'avez signalé tout à l'heure, et le Nouvel Obs qui titre finalement la même chose, un peu au proof. Fin de règne de Nicolas Sarkozy. Et puis l'Express, la chute du clan. Et donc, parmi tous ces dossiers exclusifs, révélations en tout genre, j'ai choisi pour vous une chronique de Philippe Manière, donc dans l'Express, intitulée « Les pieds nickelés au pouvoir ». Les révélations qui se succèdent sont certes fracassantes, dit-il, mais sous la Ve République, hélas, on en a vu d'autres. En clair, c'est tout juste si l'on est surpris d'apprendre que 3 proches du chef de l'État sont soupçonnés d'avoir participé au financement occulte d'une campagne présidentielle. Considérons également avec bienveillance leurs intentions délinquantes. D'aucuns sans doute attribueront à l'usage privatif de billets tombés des mallettes, le train de vie royal des intéressés, des propriétés normandes aux villégiatures azuréennes en passant par les soirées parisiennes. Mais ce sont là médisances auxquelles il faut fermement rester sourd, car l'objectif de leur intervention était, n'en doutez pas, noble et désintéressé, puisqu'il s'agissait de permettre à leurs champions de conquérir l'Élysée au nom de la grandeur de ses idées. Et puis, passons également sur le piètre résultat de leur manigance, puisque malgré elle, Édouard Balladur ne s'est même pas qualifié pour le second tour. Mais sincèrement, est-ce leur faute ? Évidemment pas, car c'est nous, électeurs, qui n'avons pas su reconnaître leur talent à tous. Non, le plus extraordinaire dans cette affaire, c'est le mélange de cynisme absolu et de confondante désinvolture qui la caractérise. Car si les faits allégués étaient avérés, alors on saurait aujourd'hui qu'il est possible en France de détourner des dizaines de millions d'euros au détriment de l'État, ce qui n'est pas nouveau, mais aussi qu'on peut le faire en mode amateur et les mains dans les poches. Alors,
ingénuité ou influence excessive des films à la James Bond. On s'imaginait jusqu'à présent que le montage de circuits de rétrocommission sur des ventes d'armes à un pays réputé modérément câlin supposait un minimum d'expertise, ou en tout cas de précautions élémentaires. Eh bien que nenni, puisqu'ici, on appelle tranquillement depuis son mobile pour dire que quelqu'un parle trop, on laisse traîner sans la brûler la liste des rendez-vous organisés et obtenus dans les palais de la République, et l'on partage tranquillement les nouvelles du front avec l'épouse que l'on se destine à humilier quelques années plus tard. Alors bien sûr, il est à craindre, écrit Philippe Manière, que le succès insolent des personnes mises en cause dans cette affaire ne souffre quelque peu dans les années à venir de l'enquête en cours. Mais nos pieds nickelés auront tout de même mené grande vie durant 20 ans. Et cela n'est-il pas finalement un message d'espoir pour toute une jeunesse qui a peur de ne pas être à la hauteur ? Le coup d'œil de Thomas Cluzel à retrouver sur franceculture.fr. Ça confirme, vous n'êtes pas surpris par ce type d'article. Jean, Philippe connaît très bien Philippe connaît très bien la musique et je crois qu'on est vraiment là dans le cœur du sujet, c'est-à-dire c'est-à-dire la corruption personnelle de gens qui vivent de manière sur des trains absolument insensés, sous couvert de... Je ne sais pas d'ailleurs comment ils peuvent justifier des trains de vie pareils, parce que la République paye convenablement ses serviteurs, mais pas à ce point-là. Donc comment peuvent-ils se débrouiller avec le fisc, j'en sais rien. Agnès Benassi-Kéré aura la réponse, peut-être. Brice Couturier nous a montré à quel point les lois successives sur le financement des partis politiques n'avaient rien fait, en quelque sorte, et que la corruption était toujours là. On a beaucoup parlé de comparaisons dans le temps, en France, mais quid des comparaisons dans l'espace ? C'est-à-dire comment les Français se situent-ils par rapport à d'autres pays ? On sait qu'il y a beaucoup de corruption, par exemple, au Japon. Les Français ne sont pas les seuls à faire des ventes de... Je ne sais plus quel était le terme... monopsone. Voilà. Donc, comment font les autres pays ? C'est qu'il y a des pays qui s'en tirent bien. Il y a des pays qui ont réduit considérablement la corruption depuis quelques années, comme par exemple la Turquie, qui n'était pas une évidence. Donc, quelles sont les solutions qui marchent et celles qui ne marchent pas ? Et on devrait pouvoir commencer à y voir clair, non ? Les solutions qui marchent, c'est que d'abord, les vendeurs n'essayent pas de corrompre. Par exemple, vous avez des affaires de corruption... dans des pays comme la Grèce ou le Portugal, actuellement par les marchands d'armes allemands. En Grande-Bretagne, vous avez des affaires de trafic de décoration liées à des marchés d'armement et des affaires de corruption également. La Grande-Bretagne affiche une vertu exceptionnelle dans la lutte anticorruption, mais tous les paradis fiscaux sont des pseudopodes de l'Empire britannique, que ce soit, comme disent les vendeurs d'âmes, les BVI, les British Virgin Islands, ou les Bahamas, qu'on voit apparaître dans les affaires de M. Gobert, ou voilà, il y a d'autres affaires dans d'autres pays européens, en Pologne, en Autriche, en Hongrie. La corruption est une maladie qui s'est répandue partout. Et si les vendeurs acceptent Écoutez, on a quand même des affaires incroyables. On a en France... Alors, je ne parle pas de corruption dans cette affaire-là. Je parle juste que ce sont des pratiques tout à fait curieuses. L'année dernière, la Grèce est déjà en quasi-faillite. Et donc, la France et l'Allemagne disent, écoutez, on va les aider, on va leur faire des prêts. Et on s'aperçoit de quoi ? C'est que les prêts à la Grèce consentis notamment, ou que la France préparait, dont la France se préparait avec laquelle la France se préparait à aider la Grèce, c'était des prêts qui étaient uniquement destinés à acheter des armes en France. Est-ce que la Grèce, qui a dans la part du PIB, du produit intérieur brut consacrée à la défense est la plus importante en Europe, est-ce qu'elle a vraiment besoin en ce moment d'acheter de nouvelles frégates, d'acheter de nouveaux avions, d'acheter de nouveaux chars ou de nouveaux sous-marins que la France et l'Allemagne se préparaient à leur vendre? L'essentiel des prêts, c'est quand même pour renouveler la dette. Oui, bien entendu. Mais je parle de la symbolique sur des prêts que la France devait accorder à la Grèce pour acheter des frégates Frem. Plusieurs frégates Frem, éventuellement des avions de combat nouveaux et des hélicoptères. La Troïka a imposé une baisse des dépenses militaires. C'est postérieur à ce que je vous dis. D'accord. Moi, je vous parle de choses qui sont passées avant. Les ventes ne se sont pas faites. Il faut falloir que dans vos études, Agnès Benassi-Kéré, vous créiez la ligne commission. J'ai l'impression. Voilà, il faut changer la comptabilité nationale. Brice Couturier. Je me demande si, au-delà du fait que le cas français, les autres cas, vous nous le disiez à l'instant, Jean Guinel, la corruption est un phénomène qui est en train de se généraliser. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on vit
confusément une fin d'époque, une fin de règne. Il y a un poète polonais qui définit le nihilisme en disant « on se sert pendant qu'il est encore temps ». Je veux dire, ce nihilisme qui est celui du sauf-qui-peut général, on l'observe chez les élites comme on l'observe aussi dans toutes les couches de la société. Je pense au remarquable roman, essai, témoignage de Morgan Sportes, tout de suite, qui parle du fameux gang des barbares et du rap de Ilan Halimi. Dans tous les échelons de la société, on a l'impression qu'il y a des gens qui ont l'impression que puisque le système est au bord de l'effondrement, il faut se saisir de ce qu'on peut encore, de ce qui est encore à notre portée, pendant qu'il est encore temps, puisque tout va s'effondrer. Est-ce que les politiques eux-mêmes ne sont pas victimes, consciemment ou inconsciemment, de ce sentiment de fin d'une époque, de fin d'un système ? Si on rapporte ce que vous dites, j'avais pas vu les choses de cette façon, mais si on rapporte ce que vous dites à la période, la très courte période 1993-1995 du gouvernement Balladur, qui sait que de toute façon c'est fini, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, c'est fini en 95. C'est-à-dire que la période pendant laquelle ils seront en mesure, donc François Léotard sera en mesure au ministère de la Défense de pousser des contrats d'armement. Il a signé des contrats d'armement avec le Pakistan, les sous-marins Agosta, avec l'Arabie Saoudite, les frégates Sawari, avec Israël, les drones, parce qu'il n'y a pas que ces affaires dont on parle, il y en a d'autres qui sont dans mon livre. Les drones israéliens, qui n'ont jamais volé, qui n'ont jamais servi à rien, et qui ont pourtant été payés rubis sur l'ongle par la République. On est un peu dans ce truc-là, c'est-à-dire il y a 2 années pendant lesquelles les choses peuvent s'accélérer. Et les contrats qui sont signés à ce moment-là par François Léotard sont des contrats qui ont tous généré des pertes colossales, que ce soit les sous-marins ou les frégates d'Arabie Saoudite, énormes, et qui ont été conclus à des conditions absolument effarantes, et qui étaient des contrats qui se négociaient depuis longtemps, mais qui n'avaient pas abouti parce que les conditions n'étaient pas réunies. Eh bien, il a permis qu'elles soient réunies, entre guillemets, et c'était sur cette période très courte, et je n'avais pas vu les choses, mais je suis assez d'accord avec ça. Si Édouard Balladur avait été élu président de la République, on n'aurait jamais rien su de ces histoires ? Ça, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas répondre. Il aurait fallu aussi que Madame Takedine ne divorce pas, que Madame Gobert ne divorce pas, qu'il n'y ait pas eu des problèmes de non-paiement de commissions réclamées par la société Heine au Luxembourg avec toute la cascade de révélations. Il n'aurait pas fallu que M. Ménayas, ADCN, fût licencié dans des conditions qu'il n'a pas acceptées. Et vous savez, c'est des frustrations, c'est toujours la même chose, c'est des cailloux dans les chaussures qui font exploser les ballons. Là, on a une accumulation de petits litiges personnels sur des insatisfactions et des déceptions personnelles à des petits niveaux qui provoquent des cataclysmes. Parce que toujours les arrogants qui imposent ces humiliations pensent que tout ça va passer. Ben non, il y a comme dit cet excellent titre de film, le cave se rebiffe. Et pour terminer, il ne faut pas, cela dit, céder à la désillusion et à la défiance du personnel politique et de ce que d'aucuns prédisent que cela favorisera le camp de ceux qui annoncent que c'est du tous pourri. En même temps, nous sommes journalistes tous autour de cette table. Notre boulot, c'est d'exposer les choses, de nettoyer les plaies, au sens de les parer, de les préparer, d'essayer qu'après ça se répare. Mais moi, mon boulot, c'est pas de cacher ce que je sais, ou ce que je trouve, ou ce que je cherche. Certainement pas. Mon boulot, c'est de dire voilà ce qu'on voit, voilà ce qu'il y a. Maintenant, les Français jugent. Moi, je sais que ma position personnelle, ce ne sera pas d'aller vers des extrémistes qui sont bien pires.